Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition d'information du mardi 30 avril. Tout de suite, les titres. Les patients atteints de cancer ont mal de médecins. Plusieurs oncologues ont quitté le Fénois où se préparent à faire leurs valises. Le dernier en date a pris l'avion hier matin. Pourquoi un tel exode et comment faire pour les retenir? C'est l'ouverture de ce journal. Le constructeur d'avions Boeing dans la tourmente après une série d'incidents sur certains de ses appareils dans le Dreamliner. Un type d'appareil également exploité par Air Tahiti Nui. La compagnie à la tiare et nous a reçus pour faire un point sur les opérations de contrôle et de maintenance effectuées. Tahiti a droit à sa pièce de collection pour les Jeux Olympiques et elle fait des vagues. En cause, la présence d'un perroquet sur la monnaie collector, un hommage à l'ensemble des Outre-mer justifie tant du côté de Paris. La prise en charge des cancers est-elle menacée? 3 des 5 oncologues en activité s'apprêtent à quitter le Fénois dans les prochains mois et on leur cherche toujours des successeurs. Le turnover des médecins a de quoi inquiéter alors que 35 chimiothérapies sont pratiquées chaque jour en moyenne à Tahiti. Reportage de Laure Philibert. C'est ici, au Faré des Amazones de Tiperui, que les patients atteints d'un cancer sont accompagnés. Ils sont près de 800 à être diagnostiqués chaque année, 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Et même si leur prise en charge dans les services de soins du pays s'est nettement améliorée, les départs répétés des oncologues inquiètent. C'est inquiétant parce qu'on avait justement une situation qui était relativement aisée puisqu'il y avait effectivement 3 oncologues. Là, on va se retrouver à la situation d'il y a 3 ans, où les patientes vont devoir à chaque fois réexpliquer leur parcours. Et on sait combien le parcours est compliqué. Pourtant habitué aux Outre-mer, le docteur Moulin n'a pas pu mener à bien les missions qui lui ont été confiées. J'ai démissionné effectivement avant la fin de mon contrat, il y a 1 mois, parce que je considérais que la façon de travailler ne permettait pas d'être en accord avec le sens de mon travail. Et je perdais le sens de ce que je faisais. Entre juin et novembre, les 3 oncologues vont disparaître du CHPF et restera que l'oncopneumologue et puis le docteur Hervé Anville. Et après, ce sera peut-être effectivement des médecins qui viendront en vacation de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, puis repartiront. Et je pense que ça, c'est très très dommageable pour les patients. Le manque d'oncologues, c'est pas quelque chose qui est spécifique à la Polynésie. Les Outre-mer sont également touchés. Le but, c'est d'arriver à attirer justement ces professionnels de santé. Donc avec l'ICPF, justement, en ce moment, il y a une mission avec Unicancer. Clara est prise en charge pour un cancer depuis 2 ans et demi et doit changer de médecin. En tant que patiente, on n'est pas un numéro. On n'est pas un numéro de DN. Et il est important d'avoir affaire à un référent. Si on a un référent tous les 2-3 mois différents, il y a une confiance qui se lie, qui se noue avec notre oncologue en fait. Pourquoi aujourd'hui, en 2024, la Polynésie n'arrive pas à recruter des oncologues, ou du moins à les garder? En début d'année, je n'ai pas pu avoir ma chimiothérapie ciblée pour la simple et bonne raison qu'ils étaient en rupture de stock. Là, ils arrivent complètement abasourdis et puis ils s'orientent dans leur petit couloir. J'ai même envie de dire le couloir de la mort, excusez-moi, mais ils sont complètement dans un parking en bas et en plus ils sont accueillis dans des conditions graves. J'ai même vu l'état de vétuste d'une chambre. Je voudrais m'adresser, si je peux me permettre, au président encore actuel de la République française et notre président Moïté Baudesson, que la santé, ça devait être la priorité. Une mission placée sous l'égide de l'Institut national du cancer a produit un rapport en novembre 2022. Il souligne déjà un manque d'attractivité et la faible fidélisation des personnels médicaux, un problème sérieux auquel doit faire face le pays
précise-t-il. Je pense que le problème n'est pas d'aujourd'hui. C'est réellement depuis déjà quelques années. Il y a réellement quelque chose à faire, il y a une organisation à faire, il y a surtout des priorités à définir. C'est réellement de pouvoir fidéliser des oncologues en Polynésie parce que ça devient problématique. Toujours selon la mission, près de 300 Polynésiens sont évassanés chaque année pour traiter des cancers. Cette mission recommande de revoir l'organisation du parcours oncologie au sein de l'hôpital et d'envisager la relocalisation du service. Elle précise que l'État pourra accompagner l'hôpital et le pays dans ce travail de réorganisation. Après l'assurance maladie, le gouvernement va aussi cotiser au régime de retraite de la CPS à partir du 1er juin 2024. Un cap symbolique pour le parti au pouvoir, même si la cotisation de ces 11 nouvelles personnes ne réglera pas le déficit structurel de la protection sociale généralisée. Veitari Nauta. Ils cotisaient déjà à une retraite privée, ils cotiseront aussi à la CPS, une première dans l'histoire de la Polynésie, assure le parti au pouvoir. Ce n'est pas une question d'intérêt, c'est une question d'exemplarité. Ici, il est question de dire nous sommes des citoyens polynésiens comme vous. Mais c'est, comme vous l'avez dit, une décision symbolique, c'est une promesse qui a été faite quasiment par tous les gouvernements depuis 30 ans. Et nous avons décidé qu'il était temps de la tenir. Côté opposition, on rappelle que l'idée n'est pas nouvelle. La cotisation des élus pour la retraite était déjà revenue sur le tapis en 2018 avec le Tapurahuri Atira. Nous avons compris qu'il y a une question d'exemplarité qui se pose aujourd'hui. Le gouvernement a décidé ce matin de demander à ce que nous puissions effectivement cotiser à la CPS. Des élus aujourd'hui sceptiques sur l'intérêt de cette démarche pour la caisse. Moi, j'ai entendu le président Broderson parler d'exemplarité. Moi, je parlerai plutôt d'affichage parce que j'aimerais bien savoir justement comment va se passer leur cotisation. Est-ce qu'il s'agit d'une cotisation mensuelle à perte? Là, j'ai des doutes. Ou est-ce que justement, c'est une cotisation qui va leur ouvrir des droits à la retraite? Ce qui fait que grâce à ce qu'ils vont cotiser, ils pourront réclamer, le moment venu, une retraite. Alors, finalement, est-ce qu'ils aident la CPS ou est-ce qu'ils vont, au contraire, augmenter le trou de la CPS? Parce que, du coup, ils auront droit à une retraite lorsqu'ils pourront y prétendre. Et là, j'aimerais bien, justement, que le président soit transparent jusqu'au bout et qu'il vienne nous expliquer comment ils vont faire, justement, pour cotiser pour la retraite. Je pense que ce qu'a voulu faire le président du pays, c'est un coup de com', mais j'aimerais aussi préciser, aujourd'hui, beaucoup pensent qu'on ne paye pas les cotisations à la CPS, mais si nous payons la CST, l'assurance maladie, les accidents du travail, il y a juste la retraite qu'on ne paye pas parce qu'on est là que pour un temps très limité. L'arrêté pris en Conseil des ministres permettra au gouvernement de cotiser à la tranche A de la retraite une participation de 3% de leurs indemnités, soit environ 20 000 francs par mois. Pour le président, leur participation est une évidence, même s'il ne suffira pas à sauver la CPS. Les ministres, comme n'importe quel Polynésien, ont droit aussi à une retraite. Aujourd'hui, dans n'importe quel domaine, dans le privé, vous avez des gens qui ont des complémentaires. C'est le cas actuellement à la fois pour les représentants et les ministres, puisqu'ils souscrivent à des retraites, à des régimes différents, privés. Là, comme tout le monde, ils cotiseront également à la CPS et comme tout le monde, ils auront droit à des prestations de la CPS en fonction de ce qu'ils auront cotisé. À partir du 1er juin 2024, la CPS comptera donc 11 nouveaux adhérents. En bref, cette information communiquée ce jour par la procureure de la République. Le père Noël Ato Nohote-Morea, récemment suspendu de ses fonctions par le Vatican, sera jugé le 25 février 2025 pour abus de confiance. Il aurait détourné plus de 13 millions de francs et il se serait approprié un véhicule d'une valeur de plus de 3 millions de francs qui ne lui appartenait pas. Il est aussi sous le coup d'une autre enquête ouverte pour des faits de viol présumés. L'article complet est à retrouver sur notre site TNTV. News.pf. À la veille de la fête du travail, l'intersyndicale de la fonction publique d'État tape à nouveau du poing sur la table. La réforme de l'indemnité temporaire de retraite dont nous vous parlions hier soir est jugée inégalitaire avec la métropole selon les syndicats. Une réforme qui, selon eux, menace leur pouvoir d'achat comme l'économie du Fénois. Héloïse Girard, Jessica Doucet. Nous sommes déterminés à nous battre.
Une injustice, c'est ce que martèle encore une fois l'intersyndicale des fonctionnaires d'État de Polynésie. Car si l'ITR permettait à ces fonctionnaires d'obtenir une pension de retraite équivalente à 70% de leur salaire indexé, ce taux chutera à 40% avec l'extinction totale du dispositif en 2028. Un écart de 30 points avec leurs homologues de l'Hexagone que les syndicats dénoncent fermement. Le système par répartition français consiste à ce que les actifs cotisent pour les retraités. On fait partie de ce système comme tout le monde. On contribue au même niveau que ceux de l'Hexagone. En revanche, si on ne fait rien, on n'aura pas la même chose. C'est-à-dire que pour 1 000 € de revenus, en Hexagone, ils ont 738 € à la retraite, alors que nous, on nous donnera 400 €, alors qu'on contribue pareil. L'intersyndicale saisit cette année l'opportunité du 1er mai pour se faire entendre. Une rencontre est prévue avec le président Moetai Brotherson demain et les syndicats espèrent obtenir un soutien du gouvernement. Leur argument est simple, la suppression de l'ITR a des conséquences directes pour le pays, car avec son extinction, ce sont 5 milliards de francs en moins dans l'économie locale. L'enjeu des retraites des agents de l'État en Polynésie française est aussi un enjeu pour l'économie locale. Et on lui rappellera aussi que l'État s'était engagé à reverser les économies engendrées par la réforme de l'ITR. Et ça, silence, on fait circuler, il n'y a rien à voir. L'instauration de la contribution volontaire de retraite par l'État le 9 avril dernier ne satisfait pas l'intersyndicale qui se dit prête à user de tous les moyens légaux pour porter la voix des 5 889 fonctionnaires d'État actifs et des 6 000 retraités polynésiens. Ce problème il a été identifié en 2008, soit il y a plus de 15 ans. L'État s'était engagé à deux choses. Mettre en place un système compensatoire de cette perte de l'ITR, parce que l'État reconnaît que la chute du taux de remplacement n'est pas viable pour les Polynésiens. Donc, et le deuxième engagement, c'était que les économies réalisées avec la suppression de l'ITR soient reversées dans le territoire. Donc ça n'a pas encore été fait. Et le premier engagement, l'État nous propose la CVR, contribution volontaire de retraite, qui consiste à, pour nous garantir finalement un taux de 45% au lieu de 40%, soit 5% de plus, nous demande de cotiser encore, alors qu'on contribue déjà. En discussion avec leurs confrères de Nouvelle-Calédonie et de Saint-Pierre et Miquelon, eux aussi concernés, les syndicats pourraient déposer des préavis de grève ou organiser des manifestations d'ici la semaine prochaine. Passons maintenant aux chiffres du jour. Ils sont issus du bilan des prix 2023 de l'Institut de la statistique. Entre décembre 2022 et décembre 2023, l'indice des prix à la consommation augmente de 0,6%. L'inflation ralentit donc puisque la hausse de l'IPC était de plus de 8% sur l'année 2022. Prudence avec l'interprétation de ces chiffres puisqu'ils indiquent seulement que le rythme de la hausse des prix est moins rapide que par le passé. En 2022, l'inflation est principalement expliquée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, des boissons non alcoolisées et surtout des loyers. A contrario, les prix des transports et des carburants baissent sur un an, le résultat d'une décision politique consistant à puiser dans les réserves du Fonds de régulation des prix des hydrocarbures. Ces prix à la pompe ont été revus à la baisse à 4 reprises en 2023. Et conséquence de l'inflation, le SMIC est revalorisé de plus de 2% dès demain, 1er mai. Il passe de 169 153 francs à 173 181 francs, soit près de 4 000 francs de plus par mois. Une décision actée aujourd'hui en Conseil des ministres qui tombe à point nommé puisque les organisations syndicales seront reçues ce 1er mai par le président du pays. Autre décision actée aujourd'hui en Conseil des ministres, celle de remplacer à partir de 2025 le jour férié de la fête de l'autonomie le 29 juin par celui du 20 novembre consacré aux célébrations du Matar-i Nia. La fête de l'autonomie redeviendrait alors un jour travaillé comme les autres.
Porte arrachée, panneaux manquants, perte d'une roue d'un toboggan en plein vol, les incidents se multiplient sur les appareils Boeing. De quoi attirer l'attention des autorités américaines. Plusieurs modèles dans les Dreamliners font aujourd'hui l'objet d'une enquête. Des appareils exploités par Air Tahiti Nui qui met l'accent sur la rigueur de son travail de maintenance pour écarter les inquiétudes. Un reportage réalisé par Thomas Chabrol. Un toboggan d'urgence d'un Boeing 767 s'est décroché après le décollage. Ce nouvel incident s'ajoute à la liste des déboires sur différents modèles de l'avionneur Boeing. Au mois de mars, c'était un Boeing 787 qui piquait en plein vol entre Sydney et Auckland. Le constructeur américain a demandé aux compagnies d'inspecter des boutons dans le cockpit des appareils Dreamliner. Air Tahiti Nui exploite 4 appareils de ce type. Les premières choses que Boeing nous a demandé, c'est de vérifier notamment ce bouton-là, qui permet de faire avancer ou reculer électriquement le siège de l'équipage. Lorsque ce bouton est décollé, il risque de venir interférer avec le cache. Donc si on appuie par erreur sur le cache, on pourrait faire avancer le siège. Donc nos switches étaient d'une série postérieure, donc absolument pas concernés. Alors que Boeing est en pleine tourmente, la compagnie Otiare rappelle que la maintenance et le contrôle des avions sont de la responsabilité de l'exploitant. Ce Dreamliner 787-9 s'est posé au petit matin et redécollera le soir même pour Los Angeles. Entre-temps, les techniciens assurent son entretien. Il s'agit cette fois de vérifier et graisser les trains d'atterrissage. Tout l'entretien dit en ligne, c'est-à-dire le remplacement de pièces sur l'avion, se fait à Tahiti. Des visites journalières à la grande visite des 3 ans. Il y a quelques travaux spécifiques qui nécessitent des moyens lourds, notamment un hangar. Là, dans ce cas-là, nous les programmons soit à Los Angeles, soit à Paris. Mais même à Los Angeles, la plupart du temps, nous envoyons nos propres mécaniciens le faire là-bas. D'ailleurs, cet avion rentre de Los Angeles. Il est rentré ce matin de Los Angeles à la suite d'un changement moteur qui a été fait là-bas. Et un changement moteur qui a été fait par 10 de nos techniciens. Aux inspections hebdomadaires s'ajoutent des contrôles de niveau supérieur dits check A. Il s'agit de tests opérationnels des circuits systèmes de l'appareil. Air Tahiti Nui compte exploiter ses Dreamliners au moins 20 ans. Ces appareils sont certifiés pour 44 000 cycles et nous, Air Tahiti Nui, nous faisons du long courrier. Pardon, un cycle, c'est un décollage, une croisière, un atterrissage. Donc nous, Air Tahiti Nui, nous faisons à peu près 500 cycles par an. Sur le tarmac de Tahiti-Fa, 50 ingénieurs et techniciens surveillent scrupuleusement l'état des avions. Pour les opérations de plus grosse envergure, Air Tahiti Nui sous-traite avec KLM Engineering et Maintenance, notamment pour la révision des moteurs. Au volet environnemental, le pays durcit les règles d'approche des cétacés à compter du 1er décembre 2024, 2 semaines après la fin de la prochaine saison d'observation des baleines. Il faudra encore attendre donc, mais les scènes d'attroupement autour de ces mammifères devraient théoriquement se faire plus rares dès 2025. En bref, le texte réformé limite le quota de bateaux d'observation agréés par île. Il prévoit la réduction à 1 navire observateur par société ou encore le passage de 100 à 300 mètres de distance des animaux pour les particuliers. Dans une zone d'observation, 3 bateaux maximum seront autorisés, nombre qui n'était pas réglementé jusqu'alors. Retrouvez un article détaillé à ce sujet sur notre site tntvnews.pf. Une pièce de plus dans la machine à polémique des Jeux de Paris 2024. Un perroquet et une étoile de mer pour illustrer la Polynésie sur les pièces collector de la Monnaie de Paris. Un choix assumé par la direction interrogée par nos correspondants Julien Panafieux et Wallis Glaise. Un perroquet et une étoile de mer pour représenter la biodiversité polynésienne, c'est l'idée de la Monnaie de Paris. Problème, il n'y a pas de perroquet au Fénois et l'étoile de mer n'est pas un emblème local. Pour le directeur marketing et de la communication à la Monnaie de Paris, il s'agissait de représenter un univers onirique. Je me suis expliqué en disant qu'on n'avait de toute façon pas de représentation du réel sur ces emballages, qu'on était dans l'imaginaire. Voilà, et je comprends que ça ait surpris, j'en suis désolé si ça a choqué certaines personnes. L'objectif, c'était de mettre en avant l'archipel, de mettre en avant Tahiti, de mettre en avant Tahiti à l'intérieur du projet olympique. La Monnaie de Paris met en avant de longues recherches qui les ont conduits à choisir ce fameux oiseau. Le directeur du marketing et de la communication parle de perruche de Tahiti, sûrement en référence à l'oiseau endémique et emblématique de Rimatara, le hura.
Une perruche au ramage vert et rouge est menacée d'extinction. On assume donc ce choix du côté de la Monnaie de Paris. Autre argument avancé, la volonté de représenter l'ensemble des Outre-mer via cette pièce collector. L'objectif, c'était à la fois de représenter Tahiti, mais aussi les Outre-mer. Alors, elles ne sont pas toutes représentées, j'allais dire, en lieu géographique dans les programmes olympiques, puisque c'est Tahiti qui est mis en avant. Mais ça a été aussi un des objectifs. Donc, on sait que cet animal, il a aussi, notamment le perroquet, il a une présence notamment à la Guadeloupe, à La Réunion, et ça a fait partie effectivement des réflexions. La Monnaie de Paris a eu la brillantissime idée de faire de Tahiti une pièce qui fait des vagues. La mythique vague de Teahupo'o, qui accueillera les épreuves de surf, aura de quoi rendre à Paris la monnaie de sa pièce. Et à l'inverse, la jeunesse de Teahupo'o brille dans la capitale française. C'est le cas de Terayura Taupura, une jeune polynésienne de 22 ans qui effectue son stage dans l'une des meilleures écoles de commerce de l'Hexagone, HEC Paris. Une expérience qu'elle espère un jour pouvoir mettre au service de sa terre natale. Un portrait signé Julien Panafieux et Wallis Glaise. Viens à HEC, viens découvrir mon monde. Bienvenue à HEC. Passionnée de voyage, curieuse, créative et sociable, la communication semble être ce qui allait le mieux correspondre à Terayura Taupura. Cet intérêt s'est confirmé en prépa HEC au lycée Paul Gauguin alors qu'elle devait créer une tombola. On avait 19 ans avec les gens de ma classe et on ne savait pas comment ça fonctionnait. Pourtant, on a réussi. Et voilà, pour que ce soit un succès, il fallait à la fois vendre des billets, trouver des sponsors et aussi du coup, faire la promotion. Et en fait, c'est à ce moment-là que ça m'a marqué parce que j'ai géré tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram. Et c'est à partir de là que je me suis dit, oui, la communication, en fait, c'est tout. Depuis, la native de Teahupo'o a construit son cursus en fonction de son projet. Des études en école de commerce à Montpellier, en passant par un séjour dans le secteur du tourisme en République tchèque. La jeune femme de seulement 22 ans dit aimer les défis. Et lorsque l'école lui confie l'organisation d'un événement, forcément, elle relève ce défi. Ici à HEC, il y a l'événement de HEC Asia qui fait en fait la célébration de la nouvelle année chinoise. Donc souvent, moi, ce que je gère, c'est vraiment pouvoir partager cet événement à toute notre communauté d'HEC, que ce soit les étudiants ou les collaborateurs et professeurs. HEC occupe la première place du classement des meilleures écoles de management d'Europe. D'anciens étudiants dirigent ou ont dirigé Danone, Le Monde, Michelin ou L'Oréal. L'un d'entre eux a même dirigé la France, François Hollande, diplômé HEC en 1975. Pour Terayura, nul besoin d'aller aussi loin pour trouver son inspiration. Ma source d'inspiration à moi, c'est pas forcément une entrepreneuse, mais c'est ma tante, Annick Paufey, en fait, qui a un parcours incroyable pour moi, dans le sens où, par exemple, ma tante, elle a aidé à créer la première compétition de surf à Tahiti, à Teahupo'o plus particulièrement, et c'est elle qui va porter par exemple la flamme olympique à Teahupo'o. Elle a eu aussi un parcours dans le domaine du tourisme où elle a vraiment beaucoup aidé toute la population dans ce domaine-là, et vraiment elle a plusieurs casquettes. Ma tante, elle n'arrête jamais. Et fun fact, mon troisième prénom c'est Annick, en référence à ma tante qui a aidé ma maman pour l'accouchement parce que je suis née à Teahupo'o. La famille, un élément central dans sa réussite professionnelle. Et pourtant, avant d'intégrer cette prestigieuse école, la Tahitienne doutait de ses capacités. Aujourd'hui, elle sait que tout est possible. J'ai été étudiante en prépa, j'ai évolué, je suis entrée en école de commerce et jamais j'aurais pensé que je serais ici un jour à HEC même en tant que collaboratrice en fait. C'est vraiment la consécration de quelque chose de grand et je me dis, waouh, si j'ai réussi à être à HEC, en fait, il y a d'autres choses qui vont, par la suite, qui vont être... ça va être que crescendo tout le long, quoi. Et la jeune femme avide de liberté de voyage ne compte pas s'arrêter là. L'an prochain, elle aimerait découvrir le Japon pour avoir de nouvelles images. Bonne continuation à cette jeune Polynésienne pour la poursuite de ses études. On clôture ainsi cette édition d'Information. Merci d'être au rendez-vous chaque soir. Dans un instant, entrez dans l'univers de Star Wars avec Ramzi Malouki dans Ciné Nuit. Puis vivez l'aventure Koh-Lanta avec l'épreuve des destins liés. Demain, on se retrouve à la même heure pour votre journal télévisé du 1er mai. Agréable soirée à tous sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.